Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Didier Ongena pour cette capsule Leading in Uncertain Times. Didier Ongena est le Managing Director de Microsoft pour la Belgique et le Luxembourg. Didier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Didier, on traverse des temps assez inédits avec la crise du Covid. Comment est-ce qu'en tant que leader, tu as été impacté par cette crise du Covid? Chez Microsoft, en tant qu'entreprise internationale, on a commencé à voir les premiers signaux assez inquiétants qui venaient de nos collègues chinois et asiatiques depuis la mi-février. Et donc, très rapidement, nous avons mis en place un comité de crise qui existe de manière permanente pour discuter de la situation, avec vraiment comme idée d'avoir la santé et la sécurité de nos employés comme première considération avant toute autre considération. Et donc, la première décision que nous avons prise, c'était de fermer les bureaux et d'encourager nos employés à travailler de la maison, et ce, dès le 3 mars, donc avant la date du lockdown officiel. Alors pour Microsoft, d'une certaine manière, c'était une décision assez facile, dans le sens où moi j'ai rejoint Microsoft il y a 16 ans, et un an après avoir rejoint Microsoft, nous avions lancé le concept de New World of Work, qui était déjà un concept où on autorisait les employés à travailler de la maison, à travailler quelque part d'une manière beaucoup plus flexible. Évidemment, nous avons la chance d'avoir les outils, mais plus important que les outils, on a vraiment travaillé pendant toutes ces années, pendant presque 15 ans, une transformation culturelle qui nous permet assez rapidement de s'adapter à ce type de situation. Donc, en tant que leader, pour revenir à ta question, en tant que leader, c'était d'abord ce principal souci de la protection de nos employés et de garantir la continuité de nos activités, d'autant plus que, évidemment, dans cette première phase de crise immédiate du Covid, nous avions aussi les demandes de nos clients qui explosaient, puisque tout le monde souhaitait avoir aussi l'infrastructure nécessaire pour pouvoir continuer à opérer. Et donc, un exemple qui est, je pense, le plus parlant, c'est que nous avons eu l'occasion d'installer de la visioconférence pour 780 000 étudiants en Belgique et au Luxembourg. Donc vraiment, cette première phase était vraiment une phase, je dirais, de gestion de crise. Quelles sont d'autres actions spécifiques que vous avez prises, ou toi spécifiquement en tant que leader, pour gérer mieux cette crise? Je pense que ce que j'ai appris en tant que leader de cette crise, c'est que, en particulier sur les employés, on a différents groupes d'employés, et ces groupes d'employés ont chacun leur propre défi. Donc, je pense qu'il était important de développer cette empathie pour ces groupes d'employés. Je donne deux exemples, peut-être des exemples les plus extrêmes. D'un côté, on a des employés qui sont chez eux seuls, qui, par exemple, vivent dans un petit appartement. Nous avons aussi des employés qui sont des étudiants high-sec qui sont souvent très, très loin de leur famille. Et de l'autre côté du spectre, on a aussi des familles, parfois des familles recomposées avec 3, 4, 5 enfants qui devaient tous quelque part trouver leur place. Et donc, je pense qu'il a été important, après cette première phase où on rassure les gens sur leur propre sécurité, sur leur propre santé, de vraiment regarder un petit peu au-delà et d'aider les gens à passer à travers cette situation qui est une situation professionnelle assez inédite. Parce que ce qu'on a constaté quelque part, c'est qu'au début, la performance des employés avait tendance à augmenter, tout simplement parce que les gens travaillaient chez eux, avaient plus de temps
Mais l'autre côté de cette médaille, c'était qu'on sentait assez rapidement que beaucoup d'employés avaient du mal à trouver les limites entre vie privée et vie professionnelle. Donc, c'est vraiment avoir cette empathie et essayer de les accompagner le mieux possible. Autre décision que nous avons prise, c'est d'autoriser un congé Covid-19, en particulier pour des gens qui avaient des jeunes enfants à la maison. Donc, puisqu'on s'est quand même rendu compte assez rapidement, quelque part, tous les gens qui ont des enfants devenaient quelque part professeurs à domicile. Et donc, on a aussi essayé de faciliter cette transition. C'est un challenge que j'entends souvent, c'est dire, bon, voilà, effectivement, comment est-ce que je gère mon work-life balance, comment est-ce que je gère ma fatigue. Et alors, il y a une troisième dimension que j'entends souvent aussi, c'est comment reconstruire la cohésion au niveau des équipes. C'est trois gros challenges que j'entends aujourd'hui. Comment est-ce que vous abordez ça chez vous? Alors, si je commence avec la dernière partie sur la cohésion d'équipe, on a très vite aussi organisé toute une série de meetings ou de points de rencontre virtuels, surtout au niveau de chacune des divisions. Et on a donné vraiment aussi la possibilité aux employés de proposer eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Et donc, donc, il y a eu des cafés, des petits déjeuners, cafés virtuels. On a des apéros virtuels. On a essayé de travailler autour de projets. On a aussi, en demandant les adresses des différents employés, on a aussi envoyé des espèces de paquets cadeaux avec des spéculoos et du café pour quelque part avoir une forme de lien entre le monde justement virtuel, mais quand même avoir un aspect physique. Et après, autant on s'est très vite confiné chez Microsoft, autant on a assez rapidement commencé à réfléchir à ce moment de déconfinement. Et donc, on a mis assez rapidement aussi les mesures en place pour pouvoir autoriser les employés à retourner au bureau. Évidemment, les bonnes mesures. Mais à nouveau, en étant super clair qu'on laissait le choix à l'employé. Il était pour nous très important que les gens puissent choisir eux-mêmes. Pour être tout à fait honnête, nous, d'un point de vue vraiment opérationnel et business, on a l'occasion de faire l'entièreté de nos missions en étant dans un mode de travail à domicile. Donc, l'idée de réouverture des bureaux était plutôt pour donner aux employés qui le souhaitaient une possibilité de se retrouver au bureau et d'un petit peu de sortir de son cadre personnel. Quelles sont d'autres mesures spécifiques que vous avez prises pour assurer ce déconfinement de façon optimale? Je pense que dès le début, on a communiqué, que ce soit avec nos employés, mais aussi avec nos clients et nos partenaires, qu'on pensait que la crise du Covid-19 n'était pas un sprint, mais plutôt un marathon, et que c'était quelque chose qui allait durer. Et donc, quelque part, ce qu'on a fait assez rapidement, c'est vraiment réfléchir à une stratégie, ce que j'appellerais hybride. C'est-à-dire à l'idée que sur le long terme, on aura des gens qui vont et se trouver, que ce soit au bureau, chez nous ou chez les clients, et d'autres personnes qui vont se retrouver à la maison. Pour nous, il a été important de quelque part, et technologiquement, mais aussi dans nos processus, de s'assurer que ce mode de fonctionnement hybride est quelque chose qui est accepté par les gens. Et donc, un des éléments qui est pour nous très important, c'est la partie inclusion. Et donc, c'est s'assurer que même si les gens retournent au bureau ou même si les gens retournent chez des clients, c'est que l'entièreté des conversations, l'entièreté des réunions, des meetings se font dans ce mode hybride, donc avec la possibilité d'avoir aussi cette connexion en ligne pour qu'à aucun moment on mette une forme de pression aux gens pour dire si tu travailles chez toi, you don't belong, et si tu es au bureau, you belong. On ne voulait pas vraiment, on ne voulait pas créer cette différence. Donc pour nous, cet aspect long terme et cet aspect hybride ont été importants dans notre processus de décision. Didier, j'entends souvent aussi des facettes très positives finalement par rapport à la situation à laquelle on est confronté. Quelles sont pour toi ces dimensions positives, les opportunités qui jaillissent de cette crise? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'un,
On a fait plus de progrès en 2 mois en termes de transformation, de numérisation, de digitalisation que probablement sur les 2 dernières années. Donc, quelque part, ce changement a été bénéfique et ce changement a aussi montré les possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, d'organisations du secteur public qui n'imaginaient même pas qu'on pouvait être dans ce mode de fonctionnement. Évidemment, je ne parle pas de l'aspect technologique qui n'est pas tellement important, mais surtout de l'aspect transformation culturelle des gens. Puisque quelque part, on se rend compte que quand on travaille tous de chez nous, qu'on n'est pas dans cette relation physique, on n'est pas non plus dans une relation je dirais, de contrôle entre employeurs, employés. Et donc, quelque part, le mode de collaboration entre les gens, mais aussi le mode de management est en train de se transformer. Et donc, ce que je trouve extrêmement encourageant, c'est tous les retours que nous avons d'entreprises, de chefs d'entreprise, mais aussi d'organisations du secteur public qui nous disent, mais en fait, la crise nous a montré qu'on pouvait totalement fonctionner sur ce nouveau modèle. Donc ça, je pense que c'est une catégorie. L'autre grosse catégorie, c'est qu'on le sait tous que la Belgique avait vraiment pris beaucoup de retard sur la partie plutôt e-commerce et business digital. Ben là, on voit bien, on se rend bien compte que toute une série d'entreprises n'ont pas eu le choix. S'ils voulaient continuer à fonctionner, à opérer, continuer à servir les clients, ils ont dû passer dans ce mode digital, ils ont dû passer vers des mécanismes d'e-commerce, ce qui est quand même extrêmement important, puisqu'on sait que la Belgique est un pays de petites et de moyennes entreprises. Aujourd'hui, on apparaît au plus pressé, mais quelque part, je pense que philosophiquement, les mentalités ont changé et en tout cas, nous, on s'attend à ce que beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises vont se dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de choses ne sont pas plus pérennes? Didier, tu as fait référence à ce shift au niveau du paradigme leadership. Dans ce type de contexte assez incertain, très caractéristique finalement d'un environnement VUCA, quelles sont, d'après toi, les compétences, les attitudes requises d'un leader et un manager dans ce type d'environnement VUCA? On a lancé le concept de New World of Work il y a 15 ans. Et donc, ça fait depuis 15 ans qu'on travaille sur cette transformation culturelle. Et donc, chez Microsoft, ça fait depuis des années qu'on base vraiment tout le système également le système de rémunération, le système d'évaluation sur la création d'objectifs clairs et l'évaluation de ces objectifs clairs. Et donc, on se concentre quelque part sur le quoi et sur les objectifs à atteindre et moins sur le commun. C'est-à-dire qu'on donne plus de liberté à nos employés, à nos personnes, pour qu'ils décident eux-mêmes comment ils arrivent à exécuter sur ces objectifs. Alors, pour nous, il y a 3 critères qui sont assez essentiels et que nous mettons en avant, en particulier sur les leaders et les people managers. C'est ce qu'on appelle generate energy. Donc, quelque part, un leader doit créer de l'énergie, doit créer un ralliement autour des objectifs qu'il veut atteindre. 2, c'est create clarity, c'est être extrêmement clair sur ce qu'on veut atteindre et ce qui est important. Et enfin, cette notion de deliver success, c'est-à-dire qu'in the end, ce qui est important, c'est de travailler avec nos clients et nos partenaires et s'assurer qu'on crée du succès pour eux. Donc, avoir cette customer centricity qui est assez importante. Donc, ça, c'est pour nous les 3 principes de leadership qu'on avait installés avant la crise, mais dont on se rend compte qu'ils sont extrêmement résilients dans cette crise et donc sont probablement de bons exemples à suivre. D'ailleurs, je pense que
en 2020, 2021, la notion de résilience, résilience à travers le business model des entreprises, résilience à travers l'operating model, les process, etc., que cette notion de résilience va être extrêmement important. Comment est-ce que les supply chains peuvent continuer à fonctionner? Comment est-ce que notre engagement client peut continuer à fonctionner dans un monde qui va peut-être un petit peu plus changer qu'avant? Alors Didier, tu parles de résilience. Alors résilience, là j'ai entendu la partie résilience organisationnelle et résilience des équipes. Toi en tant que leader, comment est-ce que tu gères ton énergie? Comment est-ce que tu gères ta résilience? On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la situation de crise pèse plus sur les managers que sur les contributeurs individuels. Et quelque part, c'est logique puisqu'on attend énormément de ces people managers sur leur coaching et sur leurs aides vers les équipes. Et donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est un petit peu cette image du briefing de sécurité qu'on a dans les avions. Je pense que c'est une image assez parlante où on nous dit toujours de d'abord prendre son propre masque à oxygène et mettre son propre masque avant d'aider les autres. Et quelque part, c'est un petit peu on met l'accent chez moi-même en tant que leader, mais aussi chez les people managers, de quand même aussi penser à soi, parce qu'il faut être soi-même bien dans sa peau, il faut être soi-même clair, avant de pouvoir donner le meilleur de soi pour les autres. Et donc, je pense que c'est une question assez relevante de se poser par rapport à sa propre résilience, et donc vraiment de comprendre comment est-ce que nous-mêmes, on vit cette situation. Alors personnellement, ça passe à travers toute une série de choses. C'est se trouver certains espaces personnels, s'assurer que même si on travaille chez soi, qu'on se déconnecte à certains moments, qu'on prend aussi le temps de faire des choses qu'on ne faisait peut-être pas avant. Moi, que j'entends aussi de certains managers aujourd'hui, c'est la différence finalement de la résilience qu'on observe entre les différentes générations. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors oui, tout à fait. Donc on s'est rendu compte que probablement entre un tiers et la moitié des employés de Microsoft sont rentrés sur le marché du travail après 2008, qui était quelque part la dernière crise, celle-là plutôt financière de nature. Et donc sur ces 10, 12 années qu'ils sont sur ce marché du travail, ils n'ont quasiment connu que le succès. Ils ont connu l'expansion, la croissance, plus d'investissement, souvent aussi un succès, un avancement dans leur carrière personnelle. Et donc, quelque part, on s'est rendu compte qu'une forme de résilience qui est peut-être plus naturelle chez les gens qui ont 15, 20, 25 ans ou plus d'années de carrière, qui avaient quelque part construit cette résilience, parce que tous, dans nos carrières, on a connu des périodes un petit peu plus fastes, un petit peu des périodes plus compliquées. Mais que pour toute cette génération, c'est vraiment la première crise, et une crise qui est en même temps immédiatement une crise assez grave. Et donc, je pense qu'en termes de leader, avoir cette empathie et de se rendre compte qu'on vit vraiment dans un environnement qui est extrêmement diversifié, que ça, c'est quelque chose qui est important, et que les différentes manières de gérer les gens doivent vraiment s'adapter à ces différents publics cibles. Alors Didier, en termes de conclusion, quel serait l'ensemble des recommandations clés que tu donnerais à un manager et leader pour gérer dans les temps incertains? Alors, bon, tout d'abord, moi, je suis quelqu'un qui est foncièrement optimiste. Et donc, quelque part, je pense que chaque crise est une opportunité pour se réinventer. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a une forme de volonté de changement et de transformation. Et la crise a quand même tout de même montré que dans beaucoup de situations, on a pu continuer à fonctionner, même dans un monde qui était très disruptif par rapport à ce qu'on a connu. Donc, je pense continuer à avoir cet optimisme. Deux, évidemment, en même temps, on a envie de retourner vers la normale, mais encore faut-il définir c'est quoi cette nouvelle normalité. Et je pense que les entreprises ou les organisations qui sortiront le plus fortes de cette crise, ce sont des organisations qui vont vraiment prendre le temps
de vraiment analyser et réfléchir sur la transformation qu'ils ont eue dans cette période de crise et d'en retenir le meilleur. Et le troisième élément, on en a déjà parlé un petit peu sur cet élément de résilience, c'est vraiment réfléchir sur l'entièreté des aspects de son activité. Est-ce que mon activité est résiliente? Est-ce que la manière dont j'opère cette activité est résiliente? Est-ce que j'ai mis en place les mesures avec mes équipes d'un point de vue culturel d'une manière résiliente? Et donc, quelque part, cette résilience, pendant peut-être des années, on a plutôt réfléchi à croissance, investissement ou peut-être en termes d'efficience. Peut-être que demain, on va réfléchir avec cet autre mode de pensée qui va probablement avoir un impact sur l'entièreté de ces activités. Donc, ne pas hésiter à se remettre en cause également stratégiquement.